Fidèle au poste, mesdames et messieurs, c'est dimanche et dimanche c'est Info 7, la rétrospective de la semaine qui est marquée, comme vous le savez, par le retour de Martin Fayulu et d'Adolphe Muzito, marquée par le lancement de la centrale solaire par le président de la République, la visite de Bukanga Lunzo par le Premier ministre. Avec tous ces temps forts, nous allons les décortiquer avec Steve Kivwata, qui est porte-parole du coordonnateur de la MUCA. Bon dimanche et très heureuse de vous recevoir. Merci beaucoup, Madame Paulette. Tout de go, coordonnateur, porte-parole du coordonnateur de la MUCA, quelle est-elle? Parce que j'ai ouï dire que maintenant la MUCA est un peu fissurée. Muzito et Fayulu forment un camp, Bemba et Moïse Katumbi, un autre camp. Vous qui êtes vraiment le porte-parole d'abord de quel coordonnateur? Dites-le nous un peu avant. Il faut qu'on circonscrive un peu parce que je ne peux pas parler de la MUCA dans le vide. Non, ça c'est une illusion de fossoyeur de la République, parce que il faut savoir que la MUCA est la plateforme politique la mieux organisée. C'est la seule plateforme électorale qui s'est muée en plateforme politique et bien organisée de manière démocratique. Cash jusqu'aujourd'hui est resté une plateforme électorale. Vous savez comment fonctionne l'UDPS de son côté, l'UNC de l'autre, même le leader de l'UNC est en prison. Et de l'autre côté, le FCC, c'est Joseph Kabila qui s'impose, quoi. Il n'y a aucune organisation réelle. La MUCA est la seule plateforme politique créée le 11 novembre 2018, après avoir choisi un candidat commun, et en avril, ça s'est transformé en plateforme politique. Un seul, la MUCA, il n'y a qu'une seule coalition, la MUCA. Le coordonnateur, c'est Adolphe Muzito, c'est une coordination... C'est une coordination tournante. Oui. Moïse Katumbi a eu son tour, Jean-Pierre Bemba aussi. Maintenant, c'est Adolphe Muzito. Après combien de temps? C'est 3 mois. C'est 3 mois. Très bientôt, Adolphe Muzito va passer la main au président élu Martin Fayulu. Donc, il n'y a qu'une seule place. Dites-nous la vérité, est-ce qu'il y a entente? Est-ce que Moïse Katumbi s'entend aujourd'hui très bien avec Martin Fayulu, avec Adolphe Muzito? Ne faites pas la langue de bois, dites-nous la vérité. Non, la démocratie ne suppose pas toujours l'unanimisme. À un certain moment, vous pouvez avoir des différences, mais l'essentiel est que vous restez ensemble. Parce que pour qu'ils ne soient pas ensemble, il y a des procédures qui sont prévues. Il est prévu qu'un leader puisse quitter la MUCA. D'ailleurs, je ne vous apprends rien. Au départ, ils étaient à 7. Aujourd'hui, ils sont à 4, qui sont restés les plus constants. Si je vous dis que la plateforme politique, la MUCA, est la mieux organisée, c'est parce que, au-delà du présidium, où les 4 leaders siègent, il y a un deuxième organe, la cellule politique, qui est composée de 2 délégués de chaque leader. J'en suis membre de la cellule politique, comme délégué d'Adolphe Muzito avec le professeur Kassongo Numbi. Le président Moïse Katumbi a ses 2 délégués, Christian Mwando et Boris Mboukou. Le président Jean-Pierre Bemba comme délégué, Madame Bazaïba et le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Lungwana. Et il s'agit encore de qui d'autre? Le président Fayulu a comme délégué Devos Kitoko et Jean-Félix Senga. Donc nous nous réunissons très régulièrement. Donc la MUCA, il n'y a pas 2 ailes, il n'y a qu'une seule aile qui est aujourd'hui coordonnée par Adolphe Muzito. Nous allons prendre, mesdames et messieurs, le tout premier dossier. Nous allons aller un peu à l'Est, parler un peu de notre prix Nobel. Le docteur Mukwege, vous savez qu'il reçoit des menaces de la part, vous le savez, de la part de nos voisins. Certains de nos voisins ne sont pas tout à fait d'accord avec les propos tenus par le docteur Mukwege. Vous le savez qu'il demande un tribunal pour la République démocratique du Congo et cela ne plaît pas à nos voisins. Voilà, et il reçoit vraiment des menaces de mort depuis un certain temps. Et nous allons parler aussi de la visite des 13 personnalités en Kambala Terre Sainte. Vous le savez, ces 13 personnalités se battent et veulent qu'il y ait réforme de la CENI et réforme du processus électoral. Les groupes des 13 personnalités politiques et sociales a rencontré ce jeudi les chefs spirituels de l'église kimbanguiste à Kamba, dans les territoires des Mbanzangungu, au Congo central, pour lui faire part du contenu de son appel du 11 juillet dernier, ainsi que du sens de sa démarche.
Après près d'une heure d'échange, l'ancien vice-premier ministre du budget, Daniel Mukoko, a déclaré que Simon Kimbangu Kiangani adhère à leur démarche. Nous a fait part de son adhésion totale à notre démarche. Nous allons partir d'un combat plutôt raffermi, rassuré du soutien spirituel d'abord de son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Ces professeurs d'économie indiquent que la procédure du groupe des 13 est surtout globale. Elle ne concerne pas que la CENI. Notre démarche, elle est globale. Nous parlons de tout le processus électoral. Bien sûr que le fonctionnement de la CENI est un pan important de ce processus. Pour Daniel Mukoko, le plus important est de permettre à la RDC de connaître de bonnes élections en 2023. Et de son côté, le chef spirituel de l'église kimbanguiste a fait savoir à ses visiteurs que c'est dans l'union qu'on peut construire une nation. Ces ONG dénoncent une tentative de museler une voix qui milite pour la paix et le respect des droits de l'homme au pays. Ces organisations signataires considèrent infâme cette tentative délibérée de museler une figure emblématique de la société civile congolaise dont l'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes et à l'usage de viol comme arme de guerre a été primé à l'échelle mondiale, dit la déclaration de ces ONG. Elle déplore également le silence du gouvernement face aux tentatives d'assassinat du docteur Mukwege par le passé et demande une enquête. Malgré le fait que 2 tentatives d'assassinat aient été perpétrées contre Dr Denis Mukwege depuis 2012, aucune action judiciaire n'a été entamée en vue d'identifier les coupables et de les traduire en justice. Les organisations signataires demandent aux autorités de mener des enquêtes transparentes et crédibles afin que justice soit faite pour les crimes commis à son encontre. Ce soutien collectif au Dr Mukwege intervient au lendemain de celui de Physicians for Women's Rights, une ONG américaine de défense des droits de l'homme, qui a rapporté également que le général James Kabarebe, ancien ministre rwandais de la Défense et conseiller en sécurité du président Paul Kagame, a proféré des menaces à l'endroit de Denis Mukwege lors d'un passage à la télévision. Steve Kivuata, docteur Mukwege menacé. Vous l'avez suivi, le nom a été cité. James Kabarebe, qui fut à un moment général dans notre propre armée. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se demandent comment il peut être général ici au Congo et en même temps aujourd'hui au Rwanda, un grand officiel. Sa voix porte. Vous comprenez les menaces de James Kabarebe, les menaces presque voilées de James Kabarebe. C'est regrettable que notre pays soit autant infiltré. Je pense que quand le coordonnateur de la MOUCA, Adolphe Muzito, a pris ses fonctions en tant que tel, il a... Je me rappelle le tollé créé par ses propos. Voilà, quand il disait que nous devons être à même un jour d'attaquer le Rwanda et au besoin de l'annexer. C'était peut-être une figure de style, mais ça a été bien compris par le peuple congolais que nous avons besoin de faire peur à certains voisins, États voisins qui ont de velléités un peu hégémoniques au niveau de la sous-région. Pourtant, sur le plan naturel, l'espace géographique, les richesses naturelles, c'est nous qui devions faire peur. Ainsi que... Mais comment nous sommes devenus aussi faibles diplomatiquement, je le dis, parce que même économiquement, dans presque tous les secteurs, nous sommes faibles, il ne faut pas se voiler la face. Oui. Comment sortir de cette faiblesse, Steve Kivuata? En réalité, la politique tient l'économie en état. C'est vrai qu'à un certain moment, Mobutu, avec la force que les Zaïre avaient sur le plan politique, a dû dominer certains États voisins et ils ont développé de capacités de défense. Ils nous le font payer aujourd'hui. Ils nous le font payer parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila a dû passer par le Rwanda
l'Ouganda pour chasser Mobutu, et les autres rebelles de 1998, disons-le, RCD, MLC, ils sont passés par là. Passés par les pays Donc voisins. ça a permis à certains États voisins de connaître un peu nos faiblesses et nos secrets. Aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes allés au-delà de ces États au niveau de l'Est. Aujourd'hui, c'est même la République centrafricaine qui compte prendre une portion de terre congolaise. La Zambie, l'Angola, n'en parlons même pas. Voilà. Donc il y a il ne reste plus que le Congo-Brazza. Voilà, mais peut-être grâce au fleuve, grâce au fleuve, voilà. Peut-être qu'il nous sauve. Le fleuve d'ailleurs, c'est plus ça nous rapproche beaucoup plus que ça nous éloigne. Voilà. Mais donc il y a nécessité de renforcer l'armée, mais on ne peut pas renforcer l'armée sans avoir des institutions réellement légitimes avec des dirigeants qui ont une vision de protéger l'intégrité territoriale, mais aussi de protéger les Congolais de manière générale. Nous avons quand même suivi, parce que les voix s'étaient vraiment élevées pour condamner le silence assourdissant de notre gouvernement, de notre État, par rapport aux menaces proférées contre le prix Nobel, il faut bien le dire, et l'unique prix Nobel que nous avons en République démocratique du Congo, le réparateur des femmes, vous le savez. Mais lors du dernier Conseil des ministres, nous avons quand même suivi le président de la République qui a demandé à ce qu'on renforce la sécurité auprès de Denis Mukwege. Non, la politique, c'est avoir une capacité d'anticipation. C'est quand même malheureux que quand on menace un compatriote qu'il faille autant de temps pour ne fût-ce que prononcer une parole. Et je me pose la question, entre la parole et l'acte, combien de temps pourrait se passer? Parce que ça serait dommage qu'une telle personnalité qui fait la fierté, non pas de la RDC, mais de toute l'humanité, qu'on puisse le perdre de cette manière. Et dans le discours du président élu Martin Fayulu, hier à Sainte-Thérèse, il n'a pas manqué de demander au peuple congolais de protéger Denis Mukwege. Il doit s'assurer que la coalition Lamuka lui souhaite toute la sécurité possible, et nous sommes derrière lui dans la mesure du possible. Pourquoi ce tribunal fait-il peur à nos voisins? Parce que ils sont complices des assassinats, du génocide congolais. Ils ont pris une part active dans le génocide congolais? Madame, c'est une évidence, c'est un secret de polichinelle, c'est tout un plan. C'est vrai que c'est soutenu par des impérialistes, par certaines multinationales qui prennent certains États voisins comme des pantins pour créer l'insécurité à l'Est et faire main basse à nos richesses naturelles. C'est connu, il y a plusieurs auteurs qui en parlent. Le problème dans notre pays, c'est que notre État sur le plan interne est inefficace. C'est peut-être dû aussi à cette complicité, parce que vous savez, ce qui s'est passé en 2018, les chaos électoraux, il y a eu une forte influence aussi d'une certaine communauté internationale, d'où le plan de sortie des crises, la nécessité de faire des réformes en interne pour aller vers des élections réellement crédibles, démocratiques et transparentes, c'est une nécessité nationale. Le docteur Mukwege, c'est pas la première fois qu'il est menacé, d'ailleurs il a échappé à plusieurs attentats, on l'a suivi par notre excellente consoeur Ladi. Politique fiction, c'est pas que nous le souhaitons, mais ça peut arriver avec nos voisins qui n'ont pas froid aux yeux. Hein. S'il arrivait qu'on puisse l'atteindre, quelles seront les retombées, Steve Kivota? Non, ça sera effectivement la démonstration de l'inefficacité et de la complicité de gouvernance actuelle. Parce que nous, de la Mouka, nous ne cessons de les dire que ces gens-là sont illégitimes et qu'ils ne se sentent pas rédevables envers le peuple. Une personnalité de tel auteur mérite d'être réellement protégée par le pouvoir en place, parce qu'il constitue une fierté, parce qu'il résout le problème de femmes à l'est du pays. Parce que beaucoup disent, le docteur Mukwege va au-delà de ses compétences, il dit tout haut, peut-être c'est que les gens pensent tout bas, il indexe les génocidaires, il indexe les responsables des crimes des femmes violées à l'est de la République, peut-être c'est ça qui gêne. Devait-il peut-être se limiter qu'à son travail de médecin? Non, madame, lorsqu'il y a des antivaleurs, nous avons l'obligation de les dénoncer. Malheureusement, la conscience congolaise est assez fragile, ou je dirais même absente. On les sent dans la classe politique, on les sent dans la classe sociale. Dernièrement, on a vu comment est-ce que les confessions religieuses se sont
tirer des dents. Donc, quand vous vivez à l'Est, nous on a fait un petit tour à l'Est, à Béni, le 25 décembre, on a vu comment est-ce que les gens sont effroyés, comment est-ce que les gens ont peur. Et lorsque vous avez une conscience, lorsque vous avez une forte personnalité, comme le docteur Mukwege en a, vous ne pouvez pas vous limiter à votre petit rôle de médecin. Vous devez aller au-delà, vous devez alerter, être la voix des sans-voix. Effectivement, vous devez alerter la conscience nationale et internationale pour que certaines personnes agissent. Il ne peut pas se taire. Je pense que dans son intime conviction, on ne pourra même pas lui interdire de se taire. Parce que quand vous avez une conscience qui fonctionne, lorsque vous êtes face à des anti-valeurs, vous n'avez qu'une obligation, nous avons celle suivi, de dénoncer. Steve Kivwata, nous avons suivi, vous avez parlé, il faut un changement. Les 12 personnalités, en tout cas, faut entendre leur voix partout. Cette fois-ci, ils étaient en Kamba, chez le révérend Simon Kimbangu. Pour vous, il faut vraiment tout bouleverser, tout chambouler dans ce processus électoral, tout bouleverser pour qu'en 2023, nous ayons des très bonnes élections. En fait, il ne s'agit pas de tout bouleverser, il s'agit de faire de réformes. Et le président élu, Martin Fayulu, l'a dit depuis février 2019, lui qui a remporté l'élection présidentielle avec plus de 60%. Même si on avait les élections à 2 tours, il serait président élu dès le premier tour. Il a cassé la fracture Est-Ouest. Il a été autant élu à l'Est qu'à l'Ouest. Mais il a accepté, après des résultats fabriqués des Nanga et de la Cour constitutionnelle que Mende d'ailleurs qualifie de kabiliste aujourd'hui, il a accepté qu'on fasse de réformes. Les réformes, ça veut dire tout simplement qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné au niveau de la CENI, alors réformons-la. La Cour constitutionnelle n'a pas été neutre, réformons-la. Le CESAC, la Commission nationale des droits de l'homme, aussi n'ont pas travaillé comme il faut les réformer. La loi électorale occasionne la tricherie et la fabrication des résultats, voyons quelles sont les dispositions qu'il faut réformer. Et pour cela, cela ne va-t-il pas, Steve Kivwata? Beaucoup disent d'ailleurs que c'est une façon de vouloir prolonger indirectement les élections, parce que toutes ces réformes iront au-delà, peut-être, leur mise en applicabilité, iront au-delà de 2023. C'est une façon d'accompagner aussi ce glissement. Parce qu'on en parle déjà, il ne faut pas se voiler la face. On en parle déjà de ce glissement probable pour les prochaines élections. Et d'ailleurs, les voix s'élèvent pour dire déjà que le président restera en fonction jusqu'au remplacement. Donc, pourquoi faire ces réformes maintenant? Est-ce que c'est opportun maintenant de faire ces réformes? Bien sûr, c'est opportun. D'abord, c'est un faux argument que ces réformes pourraient amener au glissement, parce que nous, on souhaite qu'après ces réformes, qu'il y ait élections anticipées. Donc, nous, on souhaite que ces élections se tiennent même avant 2023. Ces élections, ces réformes démontrent tout simplement un peu de volonté politique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une coalition au pouvoir qui reconnaît, au moins l'UDPS reconnaît que le FCC dispose d'une majorité artificielle, parlementaire artificielle. Nous, on disait la majorité parlementaire est fabriquée, même les résultats de la présidentielle. Donc réformer, ça veut toujours dire que ne plus retomber dans la même tricherie. Et on peut réformer avant 2021, avant 2022 et aller aux élections anticipées. Pour les glissements, nous ne pouvons pas cautionner les glissements. D'ailleurs, parmi les réformes, nous nous souhaitons, d'ailleurs en Haïti c'est déjà d'application, qu'il y ait une révision de la Constitution où l'article 70 qu'on dise clairement qu'à la fin de son mandat, si le président de la République qui est en fonction n'a pas pu permettre à ce qu'il y ait élection, il doit démissionner. Merci. Nous allons parler du retour de Martin Fayulu et d'Adolphe Muzito. Beaucoup de mes followers m'ont dit de mettre un peu l'accent sur ces retours, là où il y a, de ces retours un peu trop, je ne sais pas, théâtral, moi je ne mâche pas mes mots, et nous allons parler de cette affaire d'audio, parce que Mende l'a confirmé, il a dit, il a parlé de cette fameuse cour constitutionnelle. Plusieurs militants de la Mouka avaient pris d'assaut l'aéroport international d'Ndjili ce samedi 22 août. Ils ont réservé un accueil chaleureux aux 2 leaders de cette coalition. Martin Fayulu et Adolphe Muzito ont regagné Kinshasa cet après-midi
après plusieurs mois passés à l'extérieur du pays suite à la fermeture de frontières en raison de la Covid-19. Ces deux membres du présidium de la coalition Lamuka ont été reçus avec faste dans la capitale congolaise. Juste après cet accueil, il s'est agi d'une procession à l'honneur de ces deux leaders sur le boulevard Lumumba. Une marée humaine s'était mobilisée tout au long de ce chemin afin de saluer les retours des présidents des LCD et du Nouvel Élan. Les éléments de la police ont assuré l'encadrement du cortège ainsi que des militants jusqu'au point de chute. À la place Sainte-Thérèse de Ndjili, une foule s'était bien avant rassemblée avant l'arrivée des leaders de la Mouka. Sur place, l'ambiance était au comble en raison du retour de Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito. L'on a signalé par ailleurs aucun incident, d'où le professionnalisme salué des agents de l'ordre. À noter que l'on a également remarqué l'absence d'un des leaders de cette coalition, à l'occurrence Jean-Pierre Bemba. Oui, camarade, c'est quoi cette histoire de prendre à partie les juges de la Cour constitutionnelle au nom de notre parti sans même nous informer? 24 heures après la divulgation d'un audio sur la conversation entre Lambert Mende et un cadre de son parti autour de la prise à partie de 5 juges de la Cour constitutionnelle, le comité de discipline de la CCU s'est réuni. Ses membres ont tranché, les sanctions sont tombées et l'autorité morale, qui n'est autre que l'ancien porte-parole du gouvernement, a endossé. La première à l'endroit du président national par intérim du parti, le camarade Omer Mouswanza, qui se solde par un blâme. La deuxième décision, qui concerne le camarade Einstein Ebengo Koko, ce candidat qui a pris à partie les 5 juges de la Cour constitutionnelle en engageant des avocats et en prétendant agir au nom et pour le compte de notre parti, fallacieusement, et avoir répandu dans les réseaux sociaux un entretien que j'ai eu avec lui à titre personnel. C'est une décision extrême, la décision de radiation. Il perd donc sa qualité de membre du parti. Mende a aussi saisi l'occasion pour réaffirmer son attachement au Front commun pour le Congo. Je ne suis pas né de la dernière pluie et je ne suis pas une girouette qui tourne à tous les vents. Je suis membre du Front commun pour le Congo en ma qualité d'initiateur de l'Alliance Convention des Congolais Unis et Alliés, et à ce titre, fidèle aux idéaux du Front commun pour le Congo. À noter que malgré la gravité des faits reprochés à Einstein et Bengo, aucune poursuite judiciaire n'est envisagée à son encontre, explique Lambert Mende, estimant que la radiation est la plus lourde des sanctions qu'on pouvait infliger à ce cadre et non de moindre de la Convention des Congolais Unis. Donc je m'incline, Excellence. Ok. Merci, papa. Steve Kivota, aucun incident, c'est vrai? Oui, on peut dire que la police a été plutôt professionnelle. Nous avions pris des engagements mutuels à travers une réunion avec le général Kassongo et ses collaborateurs. De leur côté, ils ont pris l'engagement d'assurer un encadrement professionnel et sans incident. Nous aussi, comme la Mouka, d'ailleurs dans nos habitudes, on a pris l'engagement de ne faire aucune casse, de ne casser aucun bien d'autrui et de respecter le geste barrière. C'est ce qui a été fait. Il y a quelques blessés légers, mais ce n'est pas de blessés graves, mais aussi la police nous a plutôt aidé à dénicher quelques infiltrés qui voulaient troubler l'ordre public. L'absence de Jean-Pierre Bemba, comment vous l'expliquez? Est-il à Kinshasa ou pas? C'est comme s'il est à Kinshasa, selon nos informations, mais il doit avoir eu quelques empêchements. Langage diplomatique, ça. Vraiment très diplomatique. Alors, le retour de Martin Fayoulou, c'est vrai. Beaucoup de gens, d'ailleurs un internaute spécialement, lors de nos échanges sur ma page La Lyon Info, a carrément dit que vous avez falsifié les images, qu'il n'y a pas eu autant de monde, que vous manipulez les gens avec des fausses images. Vous connaissez l'Internet aujourd'hui.
Pouvez-vous nous rassurer que les images que vous nous avez balancées, les directs que faisait Michel Koyakpa par exemple, étaient des vraies images? Je sais que Madame Paulette Kimontou n'est pas née de la dernière pluie. Vous savez vérifier si les images sont fausses ou réelles. Nous pensons qu'on ne va pas entrer dans ce genre de polémique. Personnellement, je pense que dans les images, on me voit à l'aéroport, au niveau du salon VIP. Je fais le pied de l'aéroport international d'Ndjili jusqu'au terrain Sainte-Thérèse. Il y avait un monde fou. Il y avait de millions de Quinois qui tenaient à voir de leurs propres yeux le président élu Martin Fayulu et le coordonnateur de la Mouka Adolphe Mozito. Est-ce que le message, beaucoup disent que le message de Fayulu, nous gagnons vraiment le temps, l'essentiel est passé, beaucoup disent que le message de Fayulu est un message caduc, parce qu'il revient toujours sur la vérité des urnes, et pourtant, Tshisekedi là, il a l'impérium du pouvoir, il dirige, il réforme l'armée, il réforme les institutions, il a l'impérium du pouvoir. Est-ce qu'il n'est pas en train de rêver, Martin Fayulu? Le discours n'est-il pas caduc? Est-ce qu'il ne peut-il pas changer de paradigme et lutter autrement et laisser cette vérité des urnes, qui ne changera de toute façon pas du tout, hein? Non, d'abord, c'est regrettable que les gens pensent que le concept vérité des urnes soit suranné ou dépassé, parce que la vérité des urnes veut dire le respect de la volonté du peuple. On estime qu'on est en démocratie. Lorsque le peuple vote, on doit respecter ce vote. Et les dirigeants qui sortent des urnes doivent être ceux que le peuple a choisis. Et deuxièmement, je ne sais pas, M. Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il fait du pays? Est-ce que nommer quelques généraux, c'est ça réformer? Est-ce que vous ne savez pas que dans l'entretemps, il y a cette armée étrangère qui occupe le sol congolais? Est-ce que vous ne savez pas que M. Félix Tshisekedi a proposé 11 milliards de budget et que finalement le budget que l'on pourra avoir en ressources propres, c'est le budget que Mozito a laissé il y a 8 ans, 3,5 milliards en ressources propres, et que lui il a promis 11 milliards de dollars? Savez-vous que sur le plan social, le dollar ne fait que grimper? Il a été candidat numéro 20, le taux de dollar maintenant c'est 20 000. Je ne sais pas s'il y a une coïncidence. Est-ce que vous savez que les salaires, le professeur d'université réclame un bon salaire? Il y a quand même la gratuité de l'enseignement primaire. Qui piétine. L'année scolaire aujourd'hui n'a pas fonctionné comme il faut. C'est pas sa faute, c'est la Covid. Le salaire, non, les salaires, ça l'a peut-être aidé parce que ce qu'il promettait comme salaire lors du deuxième trimestre, il ne l'a pas payé aux enseignants. Il y a de réclamations dans ces terrains-là. Il a un bilan catastrophique. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la coalition FCC-Cash, il se jette le bilan comme si c'était une grenade. Le FCC dit, ça sera le bilan de M. Félix Tshisekedi qu'il devra présenter. Et M. Félix Tshisekedi dit, c'est le Premier ministre qui gère la République. Devant cette catastrophe, soyons quand même sérieux. Comprenons que c'est la Mouka qui incarne l'espoir. Qu'aujourd'hui, devant cette situation, vous voyez encore M. Lambert Mende venir effectivement mettre la cerise sur les gâteaux parce qu'il nous dit que les juges de la Cour constitutionnelle qu'on pensait respecter sont en réalité des agents de M. Kabila. Ils ne disent pas les droits, ils disent la volonté de Kinga Kati. Devant cette situation où le fraudeur avoue leur fraude, l'UDPS dit que le FCC a triché aux élections pour avoir une majorité parlementaire. Lambert Mende dit que les juges de la Cour constitutionnelle, ils sont de Kabila. Devant cette situation, avec la mégestion du pays, 400 millions de dollars du programme de 100 jours, qui tous sont allés dans les poches des individus. Les 5% qu'avait reçu le comité de suivi, 5%, qui constitue une concussion. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun procès. Seul Kamere a été arrêté, les autres sont libres. Pendant qu'on nous parle de l'état de droit. Lambert Mende peut sanctionner son membre du parti, mais lui-même, qui dit tout haut que M. Kabila a 5 juges à la Cour constitutionnelle, il n'est pas inquiété dans un pays mais pas garanti par la Constitution. M. Félix Tshisekedi parle de l'état de droit. Mais c'est garanti par la Constitution, la nomination de ces magistrats. Il y a des quotas réservés à la présidence de la République. Non, madame, en matière de droit, on parle de devoir d'ingratitude. Lorsqu'on vous désigne comme juge de parlement, ça se fait ainsi. Vous n'êtes pas juge de celui qui vous a désigné. C'est que M. Lambert Mende a dit, au fait, sanctionner un membre de son parti parce qu'il a voulu user de son droit, tout simplement, d'aller prendre à partie de juges, pendant que lui-même qui dit que des juges disent la volonté de Kabila à la Cour constitutionnelle, lui n'est pas poursuivi.
Quand on nous parle d'état de droit, c'est-à-dire on veut s'amuser avec la population mais à chaque congolaise. retour, vous êtes coordonnateur du président de la MOUCA. Est-ce qu'à chaque retour, à chaque voyage de vos dirigeants, doit-on, permettez l'expression, vraiment je ne trouve pas quel mot utiliser, ameuter ainsi la foule pour leur retour? À chaque fois ça sera comme ça, à chaque fois ça sera comme ça. Mais quand ils partent incognito, mais quand ils reviennent, il faut ameuter toute la foule. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que c'est pas un peu de la démagogie tout ça? C'est pas un peu du folklorisme? On doit s'arrêter à un moment. Non, madame, le concept il faut juste parler de la mobilisation du peuple. Et je vous dis que c'est consigné comme objectif de la coalition Lamuka dans l'article 2 de la convention de cette plateforme qui dit que Lamuka a entre autres comme objectif de mobiliser le peuple afin d'obtenir une alternance démocratique reflétant la vérité du choix des électeurs. Nous avons ça comme objectif, parce que nous avons vu qu'aux dernières élections, le peuple a été floué. Les résultats qui sont sortis ne sont pas ceux qui sont sortis des urnes. Et maintenant, cette même coalition se prépare à une autre fraude. Madame Mabunda veut faire un passage en force avec Malonda. Vous allez faire ce sitting qu'a proposé M. Fayoulou? Nous allons en arriver parce que finalement, le palais du peuple, c'est le palais du peuple. Le palais de la nation, c'est inviolable, non? C'est le palais du peuple. C'est inviolable. Non, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Nous allons en arriver là. Parce que finalement, le peuple... Madame Mabunda veut faire passer quelle loi en force? Non, Madame Mabunda veut faire passer Malonda. Ah, Malonda. Que, mais elle a été récusée par le président de la République. Madame Mabunda voudrait que les autres parties prenantes, c'est-à-dire l'opposition et la majorité, puissent désigner leurs délégués et la société civile. Comme ça, tous ces délégués seront entérinés en bloc. C'est ce que Madame Mabunda veut faire. Il y a de messes noires qui s'organisent la nuit à l'Assemblée nationale. Nous pensons qu'à un certain moment, lorsque le peuple va se décider, comme l'a dit le coordonnateur de la MOUCA, le peuple c'est la tempête, la MOUCA c'est le vent. Quand la tempête veut frapper, le vent ne peut pas l'empêcher. Voilà, nous allons parler un peu des activités du chef de l'État. Vous le savez, le chef de l'État a inauguré cette semaine ou a mis en branle la construction de centrales solaires vers Menkaou, dans la commune de Maluku. Et le ministre de Travaux, mon Dieu, la dénomination aussi de ce ministère. Non, rural, c'est... développement rural. Merci. Il y a tellement de dénominations de développement rural à lancer, comme vous le savez aussi cette semaine, les travaux de réhabilitation des routes de désert agricole. Suivons. La commune de Maluku et ses environs seront bientôt électrifiées. Une centrale solaire photovoltaïque sera construite dans ce coin de la périphérie de la capitale. Pour ce faire, les autorités de Kinshasa, avec en tête le chef de l'État, ont fait le déplacement de la périphérie pour lancer le travaux de construction de cette centrale solaire de 1000 MW à Menkaou. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a posé la première pierre. Dans son speech, l'autorité urbaine a fait savoir que la matérialisation de ce projet est un processus qui va permettre de combler le déficit en électricité et en eau potable dans la ville-province de Kinshasa. Cette centrale est la première en Afrique et se compte parmi les plus grandes au monde, a indiqué Gentini Ngobila. Tout grand voyage commence toujours par les premiers pas. La présente cérémonie, espérons-nous, sera suivie par d'autres constructions de centrales d'énergie solaire à travers le pays, à la satisfaction des Congolais. La centrale solaire, dont son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a l'honneur de lancer les travaux ces jours, aura dans sa globalité une capacité de 1000. C'est la société SonPlus qui construit cette centrale en partenariat avec la ville-province de Kinshasa et la SNEL. Le coût total de travaux s'élève à 1 milliard de dollars américains. C'est par ce coup de pelle que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a lancé à Kenge, chef-lieu de la province de Kwango, les travaux d'entretien permanent des routes locales. Un début de la matérialisation de la volonté du gouvernement d'impulser le développement intégré à partir de la base. Nos villages
nos secteurs, nos chefferies, nos territoires, auxquels il faudra accorder les moyens conséquents afin que les entités redeviennent de véritables centres de production et de développement intégrés. L'Office de voie des dessertes agricoles, jadis un service du ministère du Développement rural, sera en charge d'exécution. Des cantonniers seront mis à contribution pour des travaux chiffrés à 4 millions de dollars le mois. Le ministère du Développement rural a reçu du gouvernement de la République un financement de 2 millions de dollars comme premier acompte sur les 4 millions attendus mensuellement pour lancer les travaux d'entretien permanent de routes de dessertes agricoles par le système de cantonnage manuel. Pour que les travaux d'entretien permanent de routes de dessertes agricoles réussissent, les cantonniers doivent être payés mensuellement, comme prévu tout à l'heure, 60 000 francs par mois, et ceci, ils doivent les recevoir d'une manière régulière. Pour rappel, la RDC compte 152 000 km de réseaux routiers, toutes catégories. L'Office de voie des dessertes agricoles à lui seul gère 87 000 km, dont 56 000 km des routes prioritaires identifiées. Dans un premier temps, 26 000 km sont concernés par ces travaux, à raison de 1 000 km par province. Steve Kivota, 1 milliard de dollars pour cette centrale solaire. Mais la population m'a dit de vous poser la question. Nous avons Inga. C'est vrai que nous devons diversifier les sources d'énergie dans notre pays, mais nous avons Inga, le plus grand barrage du monde qui peut alimenter toute l'Afrique. Pourquoi ne pas se focaliser ou mettre toute notre attention pour avoir toutes les phases de Inga, Inga 1, Inga 2, améliorer ce qu'il y a et bâtir Inga 3 en fin de compte? Oui, mais c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut la poser à ceux qui soutiennent ces projets de l'énergie solaire, parce que au-delà d'Inga, nous avons une capacité de l'énergie hydroélectrique de 100 000 MW. 100 000 MW. 100 000 MW. Et aujourd'hui, nous utiliserons moins de 10%. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de construire des barrages hydroélectriques qui auront une forte capacité. Mais au fait, on ne comprend pas pourquoi il faut privilégier un projet de 1000 MW et comment est-ce que est ficelé le projet. Quelle est la part de Kinshasa? Parce que j'entends que c'est Kinshasa qui est partenaire d'une société privée. S'agit-il d'une société mixte? C'est quoi la contribution de Kinshasa? Ça sera quoi sa contribution? Donc, comme c'est un pourcentage dans les capitales sociales. Comme c'est un partenariat avec la SNEL, il va peut-être utiliser le circuit électrique de la SNEL dans la ville pour alimenter peut-être une partie de Kinshasa. Probablement, mais ça serait malheureux parce que les gens doivent savoir que le secteur de l'énergie électrique est libéralisé. Et quand on dit que le secteur de l'énergie électrique est libéralisé, ça veut dire que dans la production de l'énergie électrique, on peut avoir de privé, dans le transport et dans la distribution. Normalement, on a besoin quand même d'avoir des sociétés sérieuses. On a déjà eu une expérience malheureuse avec M. Jamal, avec ces maisons préfabriquées, pendant que dans notre pays, on avait un fort potentiel en matière de ciment. Vous avez vu comment est-ce que ça finit par une vaste escroquerie. On pouvait très rapidement, dans 3 mois, 4 mois, construire des maisons pour les militaires en matériaux durables avec de ciment du Congo. Mais on a préféré prendre des maisons préfabriquées qui ont une durée de vie beaucoup plus courte que de maisons fabriquées avec du ciment. Donc c'est comme si les gens poursuivent plus leur intérêt. Donc est-ce que la traçabilité, le financement, d'où vient le financement? 1 milliard de dollars. C'est cette société privée qui apporte c'est la grande question, parce qu'on dit que Kinshasa est partenaire. Partenaire en quoi? Kinshasa donne quoi? C'est ça le flou généralement. La traçabilité Voilà, il n'y a pas de traçabilité, c'est flou. Généralement, derrière un flou, il se cache des rétrocommissions.
Donc vous entendrez dans une année, 2 mois, que ça n'aura pas marché parce que 1000 mégawatts pour l'énergie solaire, je me représente un peu ce qu'il faudra comme investissement. C'est à peu près combien, ça peut alimenter combien de communes par exemple, 1000 mégawatts? Bon, ça peut faire quand même tout Kinshasa. Parce 1000 que, mégawatts, oui, hein. oui, parce que très souvent nous fonctionnons avec, je sais pas, pour Inga, 4000 mégawatts. Hein. Pour toute Donc, la RDC. c'est un projet, peut-être vu sous un autre angle, ça peut alléger un peu hein, la souffrance des Kinois par rapport au courant électrique, parce que moi j'ai ouï dire que de temps en temps, nous avons commencé à importer le courant du Congo-Brazzaville. Ben oui, et même de la Zambie pour alimenter les industries au Katanga. Et ça m'avait personnellement un peu choqué, parce qu'à l'époque, c'était nous qui donnions l'électricité. Aujourd'hui, nous importons l'électricité. Mais la grande question, c'est la gestion de barrages d'Inga, de barrages de Zongo. Parce que quand on parle de Inga, on vous dira que c'est une ou deux turbines qui fonctionnent. Celui de Zongo a carrément... Zongo, je crois que celui qui est que Mobutu avait bâti à l'époque a complètement cessé de fonctionner. Effectivement. Donc il y a un problème de gestion. Quand vous avez un problème de gestion, il ne faudrait pas créer de nouveaux barrages pour penser résoudre le problème. Le problème, c'est dans la gouvernance et dans la gestion. Guy Mekulu a inauguré, comme vous le savez, hein, comment je peux dire, la réhabilitation des routes des desserts agricoles. Moi, je pense que les Belges l'avaient déjà laissé le tracé, parce que sous l'époque coloniale, c'est vrai que les routes des desserts agricoles existaient. Aujourd'hui, on veut réhabiliter ces routes, 1000 km par province. Il y a au total 152 000 km pour toute la République. C'est quand même une bonne idée, Steve Kivuata, réhabilitation de ces routes de dessert, parce que c'est peut-être ça qui nous manque pour que nous puissions avoir de la nourriture qui provient du Congo profond. D'abord, j'ai entendu, on nous parle d'un financement de cantonnier à la hauteur de 60 000 francs par mois. C'est 60 000 pas par jour ou par mois? 60 000 francs par mois. J'ose espérer que c'est suffisant pour que ces gens-là travaillent. Et deuxièmement, j'ose espérer que ces financements sera réellement permanent, parce que nous savons que... Il a rassuré, Guy Mekulu a rassuré que ça sera vraiment permanent, parce que... Non, en fait, avec... Sinon, il y a des procès maintenant, hein. S'il ose détourner l'argent, il y aura procès sur procès. Non, il ne s'agit même pas de détournement. Nous sommes aujourd'hui dans la République... cet argent-là. Il faudrait avoir cet argent-là. Il faut se rappeler. Mais le gouvernement a déjà déboursé, Steve Kivuata, pardon. Le gouvernement a déjà déboursé l'argent prévu pour la réhabilitation de ces routes de dessert agricoles. Pour combien de temps? Parce que finalement, il faut savoir que les députés provinciaux ne sont pas payés. Ça fait plus ou moins 9 mois. Et c'est le pouvoir central qui doit le payer. Parce qu'il le paye sur base de l'argent qu'il doit aux provinces. Ils ne sont pas payés. Et pensez-vous que les cantonniers pourront avoir cet argent-là? De toutes les façons, le gouvernement de Ilunga Ilukamba et de M. Félix Tshisekedi promettent plus qu'ils ne réalisent. Moi, j'ai bien peur, dans une situation où eux-mêmes n'arrivent pas à mobiliser les 450 millions de dollars nécessaires pour le fonctionnement de l'État chaque mois, pour le paiement des salaires et la rétrocession et le paiement de la dette extérieure, j'ai bien peur que ces projets ne soient qu'un vœu pieux, qu'il n'y ait que l'inauguration, mais rien après. Parce que de toutes les façons, c'est plus ou moins 100 000 kilomètres de route de desserte agricole, mais il s'agit des 50 000 kilomètres de route aussi d'intérêt national qu'il faudrait réhabiliter. Là, il ne s'agit pas des cantonniers, là, il s'agit de beaucoup de moyens. Donc, il y a plus de faits d'annonce, ils sont plus dans des projets de séduction que dans la véritable gestion de la République. Nous allons aller à Bukangalonzo. Nous avons vu les images. C'était vraiment la désolation totale à Bukangalonzo. Et pourtant, c'était un projet qui a englouti des millions de dollars. Là, je pense à mon confrère Dou Jésus Beledou qui ne cesse de nous rappeler sur les réseaux sociaux combien ce projet a vraiment englouti l'argent de l'État. Et nous allons évidemment parler de ces enquêteurs de l'IGF qui font un peu tout petit peur ces derniers temps, qui sont là, qui font leur travail et qui nous ressortent des dossiers pas du tout possibles. 4e condensé. Parc agro-industriel de Bukangalonzo, situé à plus ou moins 300 km de Kinshasa.
Autrefois présenté comme modèle de la diversification de l'économie congolaise, aujourd'hui ce site ressemble à un cimetière d'engins. En visite d'inspection, le Premier ministre s'est rendu compte de l'ampleur de l'échec de ce projet. Entre des épandeurs qui n'ont jamais volé, cloués au sol, des tracteurs neufs, jamais utilisés mais dont les moteurs ont été retirés et montés sur des baleinières privées. Ajoutez à cela des tonnes d'engrais chimiques abandonnés, Sylvestre Ilunga Ilunkamba va se poser cette question. Qu'est-ce qui a manqué au ministre de l'Agriculture qui l'accompagnait de répondre la mort du pays? Loin de s'apitoyer sur le gaspillage des ressources publiques, l'exécutif national entend redonner une nouvelle chance à ce parc agro-industriel. Ainsi, des fonds pour la relance de l'agriculture mécanisée sur ce site ont été débloqués par le gouvernement central. L'objectif reste le même, réussir la diversification de l'économie nationale au travers de l'agriculture. C'est dans la même logique que le Premier ministre, juste après, a donné le go à Kenge, chef-lieu de la province de Kwango, de lancement des travaux de réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Pour faire face à la nécessité de protéger la population contre la pandémie de Covid-19, un certain nombre de dépenses ont été exécutées par procédure d'urgence, lesquelles procédures sont légales, affirme le ministre des Finances. Allons croire, avant que l'IGF ne soit instruit par le chef de l'État pour accomplir sa mission, le ministère des Finances avait déjà saisi le Premier ministre pour que les équipes techniques de son ministère fassent les contrôles d'utilisation de ces ressources au ministère de la Santé. Un mois après, nous avons saisi le chef du gouvernement pour dire qu'il fallait que les équipes techniques du ministère des Finances aillent contrôler la destination finale de ces fonds. Mais en même temps, le président de la République avait envoyé l'inspection générale des finances pour commencer à contrôler ces ressources et les missions de l'IGF sont suspensives de toutes les autres missions, y compris ceux du gouvernement. Pour sceller à la Gouli, le ministère des Finances a l'obligation de reddition des comptes. Nous devons rendre compte de l'utilisation de fonds publics, que ce soit des fonds propres du gouvernement ou des fonds obtenus des bailleurs de fonds. En l'occurrence, pour les cas, c'est la facilité rapide de crédit que nous avions obtenue du Fonds monétaire international. Et nous allons envoyer nos équipes de reddition des comptes, parce que nous devons rendre compte de l'utilisation des ressources au Parlement, qui est l'autorité budgétaire. Au-delà de la mission de l'IGF, nous allons également partir sur le terrain, pas seulement dans le cadre du Covid, mais toutes les autres dépenses pour que elles soient justifiées. Le ministre des Finances dit avoir demandé à l'IGF d'étendre ses enquêtes sur toutes les 26 provinces du pays, d'autant plus que le gouvernement a mis à la disposition des dites provinces de ressources qu'elles doivent aussi justifier dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Steve Kivwata, Bukanga Lonzo, éléphant blanc? Éléphant blanc, nous le disions depuis très longtemps. Avant que le Premier ministre Matata n'arrive au pouvoir, il y a une option qui a été levée, celle de la libéralisation de l'économie, qui veut dire que l'État devrait, au fur et à mesure, se désengager du secteur marchand. C'est-à-dire l'État devait ne plus être un agent commercial. Je pense que l'option a été exécutée par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui a pu faire atteindre la RDC le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Il a augmenté le budget de 800 millions de dollars à 3,5 milliards de dollars en ressources propres. Mais pourquoi les gens accusent toujours Adolphe Muzito? Quand il émet toujours un avis, on lui dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait ça, vous avez... Moi, je ne fais que rapporter ce que les gens disent, qu'il a détourné aussi beaucoup d'argent. Hein. Muzito, on dit qu'il a été parmi, permettez l'expression, les piètres premiers ministres de notre pays. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, malheureusement, les gens n'ont pas la culture de chiffres. Adolphe Muzito, c'est lui qui ramène la dette extérieure de 14 milliards à moins de 5 milliards. C'est lui qui ramène le budget de l'État de 800 millions de dollars à 3,5 milliards de dollars en ressources propres. C'est les budgets que nous avons maintenant en ressources propres, 8 ans après qu'Adolphe Muzito ait quitté la fonction. Adolphe Muzito, c'est lui qui ramène le professeur d'université de 300 dollars à 2000 dollars, les salaires qu'ils n'ont plus aujourd'hui. C'est lui qui augmente, qui triple les salaires de fonctionnaires et des enseignants. C'est lui qui triple les effectifs de magistrats. À l'époque, il n'a même pas parlé, autant chanter de l'état de droit, parce qu'on avait 1000 magistrats, lui il en a
il en a ramené à 3 000. Donc, Matata, malheureusement, quand il arrive au pouvoir, il trouve une manne financière, il commence à ramener l'État dans les secteurs marchands. C'est vrai, on dit qu'il y a eu des privés pour Bukangalonzo, mais quand même l'État a eu à débourser dans les 150 millions de dollars ou plus. On dit à Mozito, on reproche, comme j'ai un coordonnateur d'Adolphe Mozito, le porte-parole du coordonnateur Adolphe Mozito, on reproche à Mozito de n'avoir rien fait dans son terroir. Par rapport à Matata Ponyo, par exemple, qui a construit une belle université, on le sait, il a construit des écoles, il a construit des hôpitaux chez lui, au Maniema. Mais qu'est-ce qu'Adolphe Mozito, pendant 5 ans, il a été Premier ministre, c'est la grande reproche d'Adolphe Mozito, d'avoir abandonné son terroir. Aujourd'hui, quand vous allez dans le terroir d'Adolphe Mozito, il n'y a presque rien. Il faut le dire. D'abord, la moralité publique voudrait que quand on évalue l'action d'un Premier ministre, on évalue ce qu'il a pu faire dans le public et non dans le privé. On ne peut pas évaluer les actions d'un gouvernant sur base de ses investissements privés. C'est de l'immoralité politique. Et deuxièmement, la moralité politique voudrait que quand on évalue un Premier ministre, on évalue son action sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pas seulement sur son terroir, quand même. Aujourd'hui, quand je parle de 14 milliards de dollars de dette extérieure qui a été réduite jusqu'à moins de 5 milliards, ça touche tous les Congolais, ça touche toute la République. Quand je parle de professeurs d'université, il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont de sa province ou de son terroir, c'est toute la République. Quand je vous parle de magistrats, quand je vous parle des enseignants et des fonctionnaires, c'est toute la République. C'est ça un Premier ministre. Moi, je m'aimerais plus qu'on a dans ce terrain chiffres à l'appui. Parce que nous, on parle de chiffres. Le chiffre, on ne les invente pas. On ne fait pas un débat face aux chiffres. Soit on en a, soit on n'en a pas. On a relancé Bukangalonzo. On a débloqué des fonds pour Bukangalonzo. Et pourtant, il n'y a pas d'audit. Est-ce que ce n'est pas mettre de l'eau propre dans une autre salle? Bien sûr. Bien sûr, moi je parle toujours de la politique, de la culture de la rétrocommission, parce que j'ai ouï dire que pour Bukangalonzo, il y aurait même un problème de la qualité de terre. Pourquoi mettre du sang neuf dans un corps malade? Est-ce qu'il ne faut pas commencer par soigner le malade? D'où l'audit, effectivement. Moi, je pas trop confiance à cette coalition FCC-CAJ. C'est comme si c'est une république des rétrocommissionnaires. Vous savez que l'affaire 15 millions de dollars de pétroliers producteurs, là, jusqu'aujourd'hui, on n'en parle pas. L'affaire de 5%, dont d'ailleurs a parlé le président Fayulu hier, 5% de 400 millions de dollars, qui devait être une rétrocommission pour les membres du comité de suivi qui devait coordonner les programmes. On n'en parle pas. C'est comme si quand il y a une rétrocommission, il ne s'agit pas d'une infraction et tout le monde se tait. Et malheureusement, on nous parle encore de l'état de droit pour nous casser les oreilles. Donc il n'en s'agit pas un. Qui est responsable en fait de la débâcle de Bukangalonzo? Est-ce que c'est Matata Ponyo qui a été Premier ministre ou c'est les agents qui étaient là? En RDC, personne n'est responsable. À qui la responsabilité du débâcle? Non, je pense que cette culture-là que surtout est en train de renforcer M. Félix Tshisekedi, où il n'y a pas de mauvais chefs, mais que de mauvaises troupes. Or, c'est le contraire. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Du fait que c'est M. Matata Ponyo qui a promu ces projets et est même allé sur terrain pour faire son inauguration, il engage quand même quelque part une certaine responsabilité, surtout que certains rapports rappellent qu'il y aurait de liens directs entre lui et le projet en question, mais de toutes les façons, la justice est là, espérons qu'elle sera indépendante et professionnelle pour suivre ces dossiers. Le ministre des Finances, Eléa Lagouli, a dit que la procédure d'urgence est tout à fait légale, hein. C'est légal, mais il faut aujourd'hui qu'on fasse une reddition de comptes, qu'on rende compte de ce que nous avons donné, de ce que nous avons dépensé. Cette culture, on n'en avait pas de rendre compte. Est-ce que vous croyez que ça va aboutir à quelque chose, Steve Kivota, le travail des inspecteurs généraux de finances? Le souci de l'urgence, c'est qu'en réalité, ça doit être très bien encadré. Surtout, sinon, ça tombe dans des abus. Je pense que le problème avec le programme de 100 jours était dû à cela. C'est-à-dire, on pense d'abord de ne pas respecter la chaîne de la dépense et par après régulariser.
ça cassait les dents à Vital Kamerhe. Aujourd'hui, il mord la poussière en prison. Malheureusement, j'entends le contraire de la part de M. Sélé Alagouli, mais je pense que un audit sérieux doit se faire pour dans tous les domaines, c'est pas seulement pour la Covid, il a dit, c'est pas que pour la Covid, dans toute la République. On parle de la Covid-19, mais pour toute la République, parce qu'il y a des provinces qui ont reçu de fonds pour lutter contre la Covid-19 dans leur province. Mais je pense que cette situation est d'autant plus importante, parce que vous savez que la gestion calamiteuse de la lutte contre la Covid-19 fait qu'aujourd'hui, dans le fin fond du Congo, et même dans le fin fond de Kinshasa, les gens ne croient pas. Certaines personnes ne croient pas qu'il y a Covid-19. Hier, quand nous on marchait, il y a des gens qui ont chanté qu'il n'y a pas Covid-19. Exactement, mais Martin Fayulu a quand même insisté pour faire passer le message que la Covid... Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui les gens ne croient pas, malgré les images du monde, tout ce qu'on est en train de faire comme campagne? Mais les responsabilités de gouvernants. Hier, le président élu Martin Fayulu a quand même tenu tête face à une foule qui disait qu'il n'y a pas Covid-19, mais comme lui, il est responsable, le commandant du peuple, il a dit c'est moi qui dois vous orienter, parce que je suis votre produit, je suis votre élu. On lui a reproché ça, on a dit on n'oriente pas la masse, on n'oriente pas la foule. Mais il l'a fait. Quelqu'un m'a dit on n'oriente pas la foule. Mais il l'a fait, il l'a orienté. Non, nous, la Mouka, on oriente la foule. Le 13 juillet, nous avions dit on ne cassera pas, on n'a pas cassé. Hier, on a dit on ne cassera pas, on n'a pas cassé. Nous avons une certaine complicité avec le peuple. On a commencé le 29 septembre, quand le peuple a dit les leaders ne nous trahissaient pas, on ne les a pas trahis, eux non plus. Ok. Nous allons parler maintenant de la plainte déposée contre la députée provinciale Christelle Kassonji. Nous avons suivi, nous tous, dans les réseaux sociaux, les propos tenus par cette dame à l'encontre du chef de l'État et à l'encontre de la première dame. Et nous allons parler aussi du report du procès Kamerhe. Beaucoup de choses se disent sur le report de ce procès, parce que nous avons lu, merci à Stani Moujakera, Pascal Molegwa, Steve Wemby, parce que j'ai voulu, souvent sur Internet, Rachel Kitita, que probablement Vital pourrait avoir enfin sa liberté provisoire parce qu'il serait, entre guillemets, atteint du Covid-19. On a appris ça sur le net, nous allons essayer de creuser un peu plus. 5e condensé, mesdames et messieurs. La Cour d'appel de la Gombe vient de reporter à nouveau l'audience dans l'affaire qui oppose Vital Kamerhe au ministère public dans les dossiers 4500 maisons préfabriquées. Signalons que ce troisième report a la même justification que toutes les autres, la saisine des avocats de la République. La Cour d'appel de la Gombe appelle à une nouvelle audience le 18 septembre prochain en chambre foraine à la prison centrale de Makala. À l'UNC, parti de Vital Kamerhe, la mobilisation n'affaiblit pas. Ce jeudi à Kinshasa, une journée de prière avait été organisée par les militants de l'UNC en faveur de leur leader en détention. Comme à la précédente marche, les membres du bureau de l'UNC et de la famille biologique de Vital Kamerhe ont assisté à cette activité de prière afin d'implorer la grâce des dieux pour sa libération. Vital Kamerhe avait été condamné à 20 ans de travaux forcés pour détournement dans le cadre du programme 100 jours initié par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Alors que les huissiers de la justice exécutaient les jugements de déguerpissement contre Ngoï Kassonji lundi 17 août, Christelle Ngoï, troisième fille du concerné, avait tenu de propos à caractère injurieux, selon le docteur Kakonda, à l'endroit de la première dame de la République. Jean-Baptiste Kakonda a porté plainte contre cette députée provinciale. Effectivement, on vient de déposer une plainte, donc c'est une dénonciation pour les accusations graves contre la distinguée première dame. La personne précitée a fait des insultes graves. Le chef de l'État comme la première dame, ce sont des personnes sacrées. Pourtant, Christelle Ngoï s'est excusée ce mardi auprès de Denise Nyakeru Tshisekedi. Il m'est attribué d'avoir tenu des propos à l'endroit de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Si quelque part les propos auraient vexé la très distinguée première dame, pour qui j'ai beaucoup d'estime et respect, pour preuve mon compte Facebook. Je lui demande sincèrement pardon.
Malheureusement pour l'élu de Kasaï oriental, la justice a déjà été saisie et doit poursuivre son cours, soutient Jean-Baptiste Kakonda. Bon, les excuses n'arrêtent en aucun cas la procédure judiciaire. Il a demandé pardon, on m'a informé, mais la plainte avait déjà été déposée. Mais nous sommes sur le plan juridique. On doit quand même essayer de leur faire comprendre que quand on est responsable politique, il y a quand même des règles qu'il faut respecter. Ces cadres du CAJ souhaitent que justice soit faite pour, selon lui, laver l'honneur de la première dame, Denise Tshisekedi. Steve Kivuata, vous êtes juriste, si je ne me trompe pas. Avocat même. L'infraction d'outrage au chef de l'État, c'est inscrit dans notre Constitution ou dans les livres de droit? Oui, c'est inscrit dans le code pénal, mais c'est une infraction qui est beaucoup plus appropriée au régime dictatoriaux. Parce que on définit comme outrage de l'État toute offense au chef de l'État. C'est même pas explicitement pratiquement défini. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'offense? Insulter, dire du mal ou voilà. C'est quoi l'outrage? Parce qu'il y a aussi un autre confrère, Pero Louera, qui a été convoqué gentiment, nous osons le dire, par les services. Outrage au chef de l'État, on sait maintenant plus très bien c'est quoi outrage au chef de l'État. Ben non, mais effectivement, comme je vous dis, c'est une infraction qui n'est pas explicitement définie. Ça donne une large appréciation aux juges et aux procureurs généraux. Malheureusement, ça conduit aux abus, effectivement. C'est une véritable atteinte à la liberté d'expression. Ceux qui chantent l'état de droit, ils ne peuvent pas promouvoir une telle infraction. Sous d'autres cieux, il y a cette infraction en France, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs. Est-ce qu'il y a cette infraction d'outrage au chef de l'État? Je dois vérifier, mais je ne crois pas. Parce que quand je vois comment on insulte Trump, voilà, on aurait arrêté la moitié des Américains. Et en plus, ce qui est regrettable, je ne me rappelle pas que l'on ait usé autant de cette infraction sous Joseph Kabila. Si aujourd'hui, on peut considérer que Joseph Kabila serait mieux que Félix Tshisekedi, moi je suis tombé des nouilles. Nous contestons la légitimité de M. Félix Tshisekedi, mais considérer qu'en cette matière qu'il serait pire que Joseph Kabila, c'est quand même regrettable. Mais la députée Christelle Kassongi, en tant que députée, pouvait-elle tenir de tels propos? Puisque beaucoup disent que sa notoriété, sa fonction ne lui permettent pas de tenir de tels propos. En tant que député, on a quand même droit à la réserve, une certaine éthique quand même, non? Non, moi personnellement, j'ai été choqué par le propos de cette demoiselle. Personnellement, je ne soutiens pas la mauvaise éducation. Ces propos étaient fortement déplacés, surtout à un espace public et devant des agents de l'ordre, devant de policiers. Prononcer de tels propos, c'est vraiment faire montre d'une mauvaise éducation. Mais de là, aller jusqu'à l'arrêter, je pense qu'il faut un peu de tolérance. Il y a d'autres sanctions beaucoup plus fortes et moins graves qu'une arrestation. Je pense qu'on aurait pu les sanctionner au niveau de son assemblée provinciale. La présidente Mabunda, par exemple, a été copieusement insultée par un monsieur. Nous avons suivi nous-mêmes les images. Elle a été copieusement insultée par un certain monsieur, je ne connais pas son nom. Je ne prends même pas la peine de savoir, parce que quelqu'un qui tient des propos comme ça, je n'ai même pas envie de connaître comment il s'appelle. Mais pourquoi les proches ou Janine Mabunda ne portent pas plainte pour outrage? C'est pas seulement au chef de l'État, mais quand même pour des propos blessants par rapport à ce monsieur du camp de l'UDPS. Non, mais au-delà de la plainte, il y a d'abord le procureur général, ou disons-le, le ministère public qui peut se saisir de lui-même. Surtout quand c'est publié et que tout le monde peut le voir. Le grand problème, c'est que nos amis de la 10e rue ou de l'UDPS appellent état de droit, que moi je peux qualifier de sélectif. Quand il s'agit des situations qui touchent aux gens de l'UDPS, on sent un certain ralentissement. Vous savez, en matière de mauvaise gestion, aujourd'hui l'audit de gestion de fonds de la Covid-19, quand il s'agit du ministre de la Santé, par exemple, ça va très doucement. Et par exemple, à Kasumbalesa, on attend
de choses. Deux fois, on a vu M. Kabouya ignorer le cadre de l'UDPS de ce coin-là. Donc, on sent qu'il s'agit d'un état de droit sélectif où on montre le muscle contre Vital Kamerhe, mais quand il s'agit de cadre de l'UDPS... Vital Kamerhe, il peut sortir, il peut enfin obtenir sa liberté provisoire? Non, au fait, la liberté provisoire, il s'agit d'une liberté provisoire. Il ne s'agit pas d'une véritable liberté. Au fait, la liberté provisoire, c'est le contraire de la détention préventive. Détention préventive, on prévient quelque chose. Qu'est-ce qu'on prévient? On prévient une fuite. On pense que si on libère la personne, il peut fuir. On pense que si on libère la personne, il peut altérer de preuves. On pense que si on libère la personne, il peut déranger de témoins. C'est à ces titres-là que si ces conditions-là ne sont pas réunies, on peut libérer la personne. Bon, ici, on nous parle du fait qu'il soit atteint de la Covid-19. Les experts de la santé doivent vérifier et le ministère public doit vérifier avec le juge si réellement on libérait Vital Kamerhe, il ne ferait pas, il ne va pas altérer les preuves, il ne va pas déranger le témoin. Ça, c'est une décision qui appartient à la justice. Merci. Nous sommes en train d'atterrir, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la descente, joli jeu de mots, avec de la première dame au centre Mama Mobutu, dans la commune de Limité. Tout le monde se rappelle de la bonté de cœur de Madame Mobutu Sese Seko, qu'on appelait affectueusement Maman Sese, et le compte rendu du Conseil des ministres, qui se tient maintenant chaque vendredi. Ce vendredi 21 août 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 45e réunion du Conseil des ministres, présidée par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les points ci-après figuraient à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. S'agissant du rapport de la réunion du Bureau de l'Union africaine, le président de la République a informé les membres du Conseil de la réunion du Bureau de la Conférence des chefs d'État avec la participation des présidents des communautés économiques régionales, CER en sigle, où il a été examiné notamment la question de la riposte contre la Covid-19 sur le continent et celle ayant trait à la tenue des prochaines réunions Union européenne, Union africaine, États-Unis, Union africaine. Menace contre le Dr Mukwege, prix Nobel de la paix. Le chef de l'État a tenu les membres du Conseil des ministres informés des intimidations, correspondances haineuses et menaces de mort dont le Dr Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, faisait l'objet à la suite de son plaidoyer en faveur de la paix dans l'Est du pays, en proposant la création d'un tribunal pénal international pour la RDC, afin de juger les graves crimes qui sont commis contre la population civile. L'appel à la prise de conscience sur la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo est un soutien à la sécurité de tous les Congolais. C'est pourquoi le président de la République a engagé le gouvernement et particulièrement les ministres ayant l'intérieur et la sécurité ainsi que celui de la justice dans leurs attributions de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité du Dr Mukwege et l'ouverture des enquêtes sur ces faits. Elle a fait de l'éducation pour tous son cheval de bataille et la formation professionnelle un de ses chantiers favoris. Voilà qui explique la descente de la première dame au centre féminin Marie-Antoinette. Jadis fleurant dans la formation et la réinsertion de la jeune fille essentiellement, ce centre est devenu aujourd'hui l'ombre de lui-même, où les cadres administratifs et enseignants manquent de tout, avec un patrimoine imposant mais délabré et en passe d'être spolié. Le centre féminin Marie-Antoinette, depuis sa création jusqu'à ces jours, soit 5 décennies, il n'a connu aucune réhabilitation ni rénovation. Denise Nyakeru Tshisekedi via sa fondation compte s'investir pour redorer l'image de cette institution, un accompagnement salué par le ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers. John Tomba espère toutefois que ce centre devenu un fourre-tout va revenir sur sa mission première. Nous, en tant que ministère, nous encourageons l'initiative de la première dame qui tient vraiment à s'impliquer dans la réhabilitation et l'équipement
de ces grands centres de formation, initialement créés pour l'autonomisation et l'employabilité de la femme. Il n'est pas dit comme aujourd'hui on trouve là-bas, il y a maintenant l'institut supérieur, il y a l'université, il y a le niveau supérieur. Non, ça n'a pas été créé pour ça. Bien avant, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, s'était rendue tour à tour au lycée Chaumba, puis à l'école Kimbanguiste de Kassavobo, mais également le collège Saint-Raphaël, pour ne citer que cela. Au-delà de la sensibilisation sur le respect des gestes barrières pendant cette période de la Covid-19, elle a invité les élèves, pour la plupart des finalistes, à exceller dans leurs études. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse dans le cadre de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Steve Kivota, 45e conseil de ministres. Vous vous appelez Martin Fayulu, président élu. Où est-ce qu'il tient ces points de ce conseil des ministres? Pourtant, c'est Tshisekedi qui a l'impérium. Je le répète, il est là, il tient les conseils de ministres, il donne ses avis, il donne des recommandations, comme par exemple pour Mukwege, que l'État protège Mukwege et tout ça. Et Martin Fayulu, il ne fait pas son, comme on dit chez nous, théâtre, et aussi l'Amboni. Non, il ne s'agit pas d'un théâtre. Malheureusement, on ne comprend pas que la souveraineté du peuple suppose même une bénédiction de Dieu. Parce qu'on dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On n'a jamais dit que Martin Fayulu est le président en fonction. Non, il est le président élu. C'est lui qui a été choisi par le peuple. Mais M. Félix Tshisekedi, c'est un président de fait. Il est là par imposition de M. Kabila. Il est là, il gouverne, mais sans avoir été élu. On a été aussi clair que ça. Et lorsque vous êtes un président non élu, vous ne gouvernez pas bien. Parce que dans l'entretemps, vous avez en face de vous une majorité parlementaire qui ne vous reconnaît pas la véritable qualité du président de la République, d'où la confusion actuelle. Sortons un peu, en quelques pourcents de minutes. C'est ce qui se passe au Mali. Beaucoup de gens ont essayé de faire le parallélisme. On a dit d'ailleurs, les lamoukistes comme vous voudriez cette situation du Mali se répète en République démocratique du Congo. Porte-parole du coordonnateur de la Mouka. Vous pensez que la solution au Mali, c'est ça la solution idéale? Un coup d'État des militaires? Non, ce qui arrive au Mali, c'est ce qui pourrait arriver au Congo si les illégitimes qui se sont imposés au pouvoir pensent que le peuple ne vaut rien. Le peuple, c'est la tempête. Personne ne dirige la tempête, c'est même pas la Mouka. Lorsque le peuple pourrait se décider demain de reprendre ses palais, lorsque on pourrait voir un troisième larron, c'est-à-dire une force qu'on ne maîtrise pas, surgir de nulle part pour imposer sa loi, il ne s'agira pas de la Mouka. La Mouka a sa solution, c'est le plan de sortie des crises, signé par le président élu Martin Fayulu, qui le signe et dit aux illégitimes qui sont au pouvoir, avec cette illégitimité, vous n'allez pas résoudre le problème du peuple. Résolvons le problème de hold-up électoraux, de tricheries par de réformes et allons aux élections anticipées où le peuple, le vrai peuple va décider. C'est ça la véritable solution. Nous, si on voulait des armes, si on voulait que ça tire, on n'allait pas attendre 2 ans. Nous connaissons comment est-ce qu'on fait pour effectivement créer l'instabilité. Mais non, nous sommes des démocrates. Nous sommes des pacifiques. Quand on fait nos marches, contrairement même à ceux qui sont au pouvoir, on ne casse pas. Pour montrer qu'en réalité, nous ne sommes même pas capables de tuer une mouche. Mais quand le peuple se décide, il ne s'agira pas de la Mouka, malheureusement. Nous avons vu la première dame descendre au centre féminin Maman Mobutu, qu'on appelait à l'époque. Mais une question quand même, pas insolite, mais quand même une question qui se pose. Est-ce que ces derniers temps, nous assistons à la guerre des premières dames? On entend cette polémique, mais nous pensons qu'on doit aller au-delà de ça. J'ose croire qu'il y a des fonds qui sont mises à disposition de premières dames et qu'elles sont obligées de faire des œuvres sociales. Mais par le canal de leur fondation, parce que beaucoup disent aussi ces fonds-là, les fonds qui sont destinés pour les fondations, que ce soit OLK ou Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, d'où viennent les fonds? D'où proviennent les fonds qui alimentent ces fondations? Bon, il y a des organisations, des ONG internationales
parce que les ONG internationales n'auraient pas suffisamment confiance en l'État congolais. Elles aiment bien passer par de fondations et d'autres ONG nationales. Je pense que c'est par là principalement, je parle des ONG et même d'autres organismes de Nations Unies. Traçable. Les fonds là sont tracés, sont traçables, les fonds... ouais, c'est traçable, mais ce qui est vrai, il y aurait quand même un certain nombre d'abus. Ok. Vraiment, accordez-moi une toute petite poussière de seconde. Aujourd'hui, c'est la finale LDC, LCD, Ligue des Champions en Europe, Bayern, PSG. Vous soutenez? Ce qui est vrai, j'ai toujours été un peu Bayern. Bon, de base, je suis madrilène. Le contraire. Je soutiens le Real de Madrid. Voilà, donc, mais je pense que pour les Allemands, j'ai toujours apprécié leur style de foot. Je suis plus Bayern. Mais il y a PSG. Un peu le cœur bat un peu pour la PSG. France et la Belgique. PSG, on a eu à l'apprécier, mais je pense que je serai beaucoup plus Bayern que PSG. Voilà, beaucoup plus Bayern que PSG. Merci à vous pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique, Freddy Kipimo, Guy Lukoki et Maurice Gigandou qui ont réalisé cette émission. Merci à celle qui m'a habillé ce dimanche, Fanny Mandina. Merci à tous mes followers, surtout celles ou ceux qui suivent ma page La Lyon Info. Merci à vous tous pour votre fidélité et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain, Inch'Allah.